Je vais vous donner quelques éléments sur ce que le biologiste peut apporter au juriste. Le respect des animaux et les impératifs moraux qui lui sont associés sont des thèmes philosophiques de plus en plus présents dans nos jours, et sur le plan de la morale, c'est sans doute très heureux. Or, les animaux sont fondamentalement des êtres vivants, dotés de fonctions biologiques très particulières, comme la sensibilité ou l'intelligence. Comme je voudrais vous le montrer ici, leur protection ne peut pas faire abstraction de la prise en compte de ces spécificités biologiques. Les conditions pratiques de respect des animaux, c'est-à-dire les bases conceptuelles sur lesquelles peut s'appuyer leur protection concrète et finalement, dans les états de droit, la législation qui peut les protéger, ne peuvent ignorer leur nature biologique et la manière précise dont elles fonctionnent. Si le souhait de respecter les animaux est donc bien à son origine un problème axiologique, les bases de son exercice pratique ne peuvent pas éviter de prendre en compte des données scientifiques. Voyons donc un peu plus précisément ce que le biologiste peut apporter aux juristes dans ce domaine. Notre réponse portera sur deux points essentiels. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce que la sensibilité animale? Les animaux forment un ensemble complexe d'êtres très différents, qui vont de l'éponge à la pieuvre ou du ver de terre à l'abeille, sans oublier bien sûr les animaux vertébrés comme le poisson rouge, le chimpanzé ou l'homme. Le règne animal n'est pas un ensemble linéaire, mais un buisson de structures très variées, chacune adaptée à son environnement. Il n'existe donc pas d'être vivant supérieur, dans l'absolu. Chaque espèce ou chaque groupe manifeste sa spécificité et sa supériorité, entre guillemets, dans son domaine particulier. Pour les vertébrés et les pieuvres, dotés d'un puissant organe cérébral, cette spécificité se manifeste notamment sur le plan mental. Nous y reviendrons un peu plus loin. Les zoologistes modernes tentent à exclure de l'animalité les êtres à une seule cellule, jadis appelés protozoaires. Seul mérite de nos jours le terme d'animaux les êtres pluricellulaires qu'on appelle les métazoaires. Mais même parmi ces animaux, des différences considérables existent, notamment concernant la sensibilité. C'est devenu un lieu commun de dire que les animaux sont des êtres sensibles. Encore faut-il ne pas oublier de quelle sensibilité particulière il s'agit. Une plante, je reprends un peu ce qu'a dit Hofbauer tout à l'heure, une plante, c'était le micro, ou même une pellicule photographique sont des êtres sensibles à la lumière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit chez les animaux d'une sensibilité de type nerveux, portée par des entités biologiques qu'on appelle les cellules nerveuses ou neurones, cette sensibilité qui, dans certaines conditions, peut conduire à la douleur ou à la souffrance. Je rappelle ici encore la phrase prophétique de Bentham, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Plus précisément, comme beaucoup de traits biologiques, cette fonction nerveuse qui est l'aptitude à souffrir se manifeste dans le monde vivant par des paliers successifs. Un petit nombre d'espèces animales ne possèdent pas de sensibilité du tout. C'est le cas par exemple des éponges ou du ver solitaire. Sur ce point particulier de la sensibilité nerveuse, ces animaux particuliers ne se distinguent pas des végétaux. La plupart des animaux possèdent en revanche des processus nerveux qui les alertent sur les stimuli extérieurs, excès de chaleur, de froid, de pression, susceptibles de menacer l'intégrité de leur corps. On appelle ces processus des processus de nociception. Ils ne supposent pas a priori une pensée consciente. Mais chez ceux des animaux qui disposent de structures cérébrales complexes, apparaissent de nouvelles aptitudes, de nouveaux paliers liés à la nociception, notamment, et en général liés entre elles d'ailleurs, des paliers liés entre eux, les aptitudes à la douleur et à la souffrance. On considère qu'il y a douleur lorsque la nociception est associée à des émotions. Et on considère qu'il y a souffrance lorsque la nociception est associée à des processus cognitifs, c'est-à-dire une conscience de cette nociception. Chez les vertébrés, dont les structures cérébrales sont bien connues, les émotions sont gérées par un ensemble de noyaux cérébraux qu'on appelle le système limbique. Et la conscience par ce qu'on appelle le cortex cérébral. On a donc chez les vertébrés une idée des bases cérébrales de la douleur et de la souffrance. La question reste largement posée pour d'autres groupes animaux. Chez les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre qui a été évoquée, les aptitudes intellectuelles sont telles que l'existence de la conscience ne fait aucun doute. Des structures comparables au cortex cérébral des vertébrés ont été décrites chez ces animaux. La question des émotions, peut-être liée à des changements de couleur, chez ces animaux, reste à l'étude. L'ensemble de la question reste aussi posé pour d'autres groupes d'invertébrés, où les phénomènes d'extension de la nociception sont encore largement à l'étude, comme les crustacés décapodes, comme le homard, ou certains insectes, comme les abeilles, qui sont capables de maîtriser des règles cognitives. Il faut toutefois rappeler ici que les connaissances scientifiques peuvent évoluer. Elles ne sont jamais totalement définitives et peuvent être modifiées sur des points particuliers, même si la plupart des connaissances acquises ont de bonnes chances de demeurer. En ce qui concerne les limites zoologiques évoquées ci-dessus, l'avenir dira si les crustacés décapodes ou les abeilles
disposent d'une forme de conscience, mais le caractère conscient des vertébrés, par exemple, ne paraît pas, quant à lui, pouvoir être remis en question. On le voit, la question de la sensibilité animale change considérablement qu'on la rattache ou non à des processus conscients. Ce lien entre nociception et conscience est tellement important pour la discussion des normes morales que certains auteurs, on l'a dit tout à l'heure, ont proposé d'utiliser le terme anglophone de sentience qui renvoie justement à la nociception consciente. C'est un terme que j'utiliserai moi-même, et ici encore, je pense qu'Astrid Guillaume, qui est spécialiste de sémiotique, va nous le décrire beaucoup plus précisément dans quelques minutes. De ce constat de sentience résulte un certain nombre de conséquences sur la manière de concevoir les normes morales pratiques à l'égard des animaux. Certes, pour des raisons qui sont relatives à la connaissance, tout être vivant mérite un certain respect, dans la mesure où il constitue une entité complexe que l'homme ne sait pas produire. Il paraît donc, sur le plan épistémologique, absurde de laisser s'éteindre ce qu'on ne sait pas créer, ni complètement comprendre. Cette remarque concerne en tant que population ou espèce aussi bien les animaux que les végétaux, voire d'autres groupes vivants. Mais la considération de la souffrance, je reviens là-dessus, constitue pour les animaux, comme l'avait formulé Bentham, une raison particulière de leur attribuer une considération morale particulière, et cette considération concerne les individus souffrants et non plus seulement les populations et les espèces. Comme on vient de le voir, le statut des animaux par rapport à la souffrance ou à des processus semblables n'est pas homogène. Même s'il existe des groupes comme les crustacés ou les insectes où la séparation reste ambiguë, il faut en gros distinguer les animaux chez qui la nociception ne semble pas quitter son caractère inconscient, je pense à l'huître ou la moule par exemple, et les animaux chez qui elle prend un caractère de douleur ou de souffrance consciente, bref de sentience. L'apport du biologiste se manifeste donc sur ce point et conduit à distinguer deux importants niveaux de sensibilité animale. La plupart des auteurs qui écrivent dans ce domaine ne s'y sont pas trompés et manifestent leur intérêt principalement pour les animaux sentients. Ceux d'ailleurs qui, heureusement, sont ceux qui se rencontrent le plus aisément, communément, dans la sphère sociale humaine. Donnons-en quelques exemples. Nous passerons brièvement sur le cas du célèbre auteur anglo-saxon Tom Regan, qui ne considère que les droits des mammifères normaux âgés d'1 an et plus. Il remplace ainsi l'anthropocentrisme traditionnel par un mammocentrisme partiel qui ne s'intéresse qu'à un petit nombre d'animaux, en l'occurrence des mammifères anatomiquement très proches de l'homme, donc sentients. La philosophe Florence Burga vise à lier le respect de l'animal à l'aptitude des animaux à manifester, comme les hommes, une angoisse existentielle. Face à des conceptions philosophiques de l'animal toujours perçues en négatif, comme le formule Burga, par défaut, l'animal est privé des qualités dont l'homme est gratifié, la philosophe défend une conception positive de l'animalité. Dans l'esprit de la phénoménologie husserlienne, la douleur et l'inquiétude y sont présentées comme le vécu fondamental de tout animal. Certes, Florence Burga mentionne parfois un invertébré, comme l'abeille. Je la cite, titubante des premiers soleils de printemps. Mais c'est un exemple très rare dans son œuvre, et où d'ailleurs la présence d'émotions est suggérée chez l'abeille, ce qui la rapproche conceptuellement des vertébrés. Dans la plupart des autres cas, le discours de Burga renvoie strictement aux seuls animaux conscients, donc sentients. La philosophe Corinne Peluchon a écrit plusieurs ouvrages visant à étayer les rapports entre le respect de l'animal et la politique. Pour elle, un nouveau contrat social doit nous lier moralement et politiquement aux animaux qui peuplent avec nous la Terre. Pour cela, il faut, selon l'autrice, renouveler notre démocratie dans un cadre qui replace l'homme individuel au sein d'un monde commun qui inclut l'ensemble des vivants. Dans son livre « Manifeste animaliste, politiser la cause animale », Peluchon limite clairement son souci aux animaux qui possèdent, je la cite, « capacité à souffrir, à ressentir d'une manière singulière la douleur, la peine, la peur, l'ennui, ainsi que le plaisir et la joie, et d'exprimer leurs besoins de base. Il s'agit donc bien d'animaux sentients. » Tous ces exemples ne veulent pas dire qu'il faut pour autant dédaigner les animaux chez qui la nociception reste inconsciente. Et d'ailleurs, on l'a vu, il demeure beaucoup d'ambiguïté quant au statut même de certains groupes, comme les crustacés. Cela signifie que les décisions moralement les plus impératives concernant le respect des animaux et leurs droits éventuels s'adressent d'abord aux animaux sentients. Or, seul le biologiste peut émettre, dans le cadre des connaissances biologiques actuelles, un avis autorisé sur ce qui est sentient ou non.
Dans un État de droit, les prérogatives des uns et des autres sont définies par la loi. En ce qui concerne les animaux, ça veut dire que la loi définit ce que les hommes peuvent ou ne peuvent pas faire à leur égard. Ce qui peut s'exprimer en termes de droit des animaux. Si je n'ai pas le droit de maltraiter un chien, c'est à l'inverse que le chien a le droit de ne pas être maltraité. Je reviens sur la thèse défendue par Hofbauer, que les droits sont déjà là. Existe un peu la controverse fréquente, et à mon avis non pertinente, sur la signification des devoirs de l'homme et des droits de l'animal. Les uns sont le complément nécessaire de l'autre. La notion de droit s'impose dans notre société et vise à aboutir à ce que légalement, même celui qui n'aime pas les animaux, ici en l'occurrence les chiens, ne puisse pas faire avec eux n'importe quoi. Comment définir des droits pour les animaux? Sur quoi faut-il se fonder pour les préciser? Un chien, bien sûr, n'a pas besoin du droit de vote. Comme l'a souvent souligné le philosophe Jean-Hugues Barthélemy, ces droits devraient se fonder sur les besoins physiologiques, mais aussi comportementaux. Un chien a besoin de manger, de dormir, mais il a aussi besoin d'une certaine autonomie, et en outre, en l'occurrence, de l'affection de son maître. Or, définir de tels besoins renvoie nécessairement aux connaissances biologiques. Ici, celle de la physiologie du chien et de son comportement, qui est du ressort de l'éthologie. On voit que la notion de souffrance inclut d'autres paramètres que la douleur physique. L'enfermement dans des enclos étroits, qui aboutit à l'absence de liberté, ou la non-satisfaction de besoins affectifs, peuvent être aussi des causes de souffrance. Chez ceux des animaux qui possèdent un puissant cerveau, la notion de souffrance inclut des éléments mentaux liés à l'intelligence de ces animaux. Cette référence aux besoins est essentielle pour légitimer les deux grands groupes d'animaux que nous venons d'évoquer, sentients et non sentients. Mais on peut aller plus loin. La question particulière de la conscience de la sensibilité et de ses différentes modalités précises peut être posée à l'intérieur même des différents groupes animaux sentients. Le législateur, s'il veut définir dans le futur ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas dans le traitement des animaux, ne pourra pas ignorer les connaissances biologiques de ces différents groupes qui conditionnent leurs besoins vitaux et particulièrement leurs aptitudes comportementales ou mentales. Ainsi, un primate blessé et recueilli dans un centre de soins en vue de sa réhabilitation, voire d'une remise en liberté, devra bénéficier d'accès à la verticalité, car il ne vit agréablement que dans un espace à 3 dimensions. Dans les mêmes conditions, un cétacé devra pouvoir disposer d'un espace aquatique suffisant, et un lézard du désert d'une chaleur optimale. Là, je prends des cas de réhabilitation d'animaux. Mais les besoins des animaux sauvages les amènent normalement à vivre dans un environnement naturel et non pas dans des situations artificielles créées par l'homme. Conformément à leurs besoins, les animaux sauvages doivent donc, dans l'écrasante majorité des cas, être laissés par l'homme à leur vie indépendante dans la nature. Cela vaut aussi, de manière générale, pour les animaux des parcs zoologiques, sauf dans des cas très particuliers de sauvetage d'espèces, et puis bien sûr aussi pour les animaux des cirques dont on parle beaucoup actuellement. Indépendamment des animaux sauvages, voyons la situation des animaux domestiques. Bien sûr, les animaux de compagnie les plus proches de nous, le chat et le chien, méritent, outre le gîte et le couvert, un mode de vie conforme à leurs besoins, y compris affectifs. Certains pays, comme la Suisse, ont créé des formations obligatoires pour les propriétaires de chiens, et il serait souhaitable que de telles initiatives se développent dans d'autres pays, pour les chiens comme pour les chats. De telles formations ne peuvent que s'appuyer sur ce que l'on sait de la psychologie canine ou féline, donc sur des connaissances éthologiques. La situation du cheval est très particulière, dans la mesure où, face à l'équitation traditionnelle, se développent au nom de l'éthologie des méthodes d'équitation alternatives qui se veulent plus respectueuses du bien-être des chevaux et s'opposent à l'équitation traditionnelle. Quant au douloureux problème des animaux élevés pour être consommés par l'homme, tant que la question de l'alimentation carnée ne sera pas à l'ordre du jour, et je ne vais pas développer ce point-là, qui est un point très délicat et qui mériterait un exposé entier, donc je constate qu'il y a pour l'instant l'alimentation carnée. Donc tant que cette alimentation sera utilisée, il faut leur donner à ces animaux des espaces de vie conformes à leur bien-être, plus grands que les cages qu'évoquait Hofbauer tout à l'heure, et surtout supprimer les élevages industriels en batterie, qui restent, à mon avis, l'un des plus grands scandales moraux de notre temps. De même, le transport et la mise à mort des animaux, quand elles sont effectuées, doivent absolument l'être dans des conditions excluant toute forme de stress et de douleur. On le voit, les droits pour les animaux qui entourent l'homme doivent être fortement guidés par les connaissances de la physiologie et de l'éthologie. J'en arrive à ma conclusion. Dans une société démocratique, le libellé des lois et des règlements est suggéré par des juristes et leur adoption est effectuée par la représentation nationale, c'est-à-dire finalement par les citoyens.
À côté de leur rôle général de citoyen, les scientifiques n'ont donc pas à intervenir de manière particulière dans la proposition ou l'adoption des lois et des règlements. Ce n'est pas leur affaire. Mais, lorsqu'il s'agit de dispositions juridiques relatives à des entités sur lesquelles ni les juristes, ni les représentants de la nation n'ont, sauf cas particulier, de connaissances précises, le rôle des experts devient indispensable. C'est le cas, d'ailleurs, dans diverses situations juridico-morales de ce qu'on appelle la bioéthique, comme par exemple le statut de l'embryon humain, pour la question de l'avortement, ou la définition de la mort, pour la question du prélèvement d'organes chez les sujets post-mortem. C'est aussi clairement le cas pour la question qui nous préoccupe ici. La manière dont l'espèce humaine doit traiter les animaux qui l'entourent. Dans cette situation, le juriste ne peut ici se passer des connaissances biologiques, concernant notamment la physiologie et le comportement des animaux. Bien entendu, le scientifique n'a ici aucun rôle de décision, il possède en revanche un rôle essentiel de conseil. Je vous remercie.